Mardi 23 mars 2021, deuxième sortie de la page internationale Grand Journal du 14h. Bon mardi à tous et à toutes, auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel, Erlich Dorelash depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. Tout de suite, voici les informations. Direction les États-Unis, fusillade mortelle dans un supermarché du Colorado. 10 morts, une fusillade mortelle a saisi d'effroi les habitants de la ville de Boulder, dans le Colorado. Elle s'est déroulée dans un supermarché. Un suspect a été arrêté. 10 personnes ont été tuées, dont un policier arrivé en premier sur les lieux. Voici un reportage signé Euronews. 10 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort dans une fusillade dans un supermarché de la ville américaine de Boulder, dans le Colorado, aux États-Unis. L'attaque a entraîné l'arrivée de dizaines de membres des forces de l'ordre, dont des unités d'intervention lourdement armées et blindées, environ une demi-heure après les premiers tirs. La police a arrêté un suspect, mais n'a pas révélé son nom ni aucun détail sur la fusillade lors d'une conférence de presse où la chef de la police de Boulder, Maris Herold, est apparue très émue. Nous allons travailler jour et nuit. Nous avons un suspect en garde à vue. Je veux rassurer la communauté. Elle est en sécurité et nous allons essayer de faire de notre mieux dans les prochaines heures pour identifier les victimes. Nous allons travailler avec le bureau du coroner pour le faire aussi rapidement que possible. C'est la 7e tuerie de masse cette année aux États-Unis, après la fusillade du 16 mars qui a fait 8 morts dans 3 salons de massage de la région d'Atlanta, selon une base de données compilée par l'Associated Press, USA Today et l'université Northeastern. Allons en Birmanie, l'Union européenne sanctionne le chef de la junte militaire birmane. En Birmanie, les manifestations contre la répression exercée par la junte militaire se poursuivent. Les manifestants demandent toujours le retour au pouvoir d'Aung San Suu Kyi, assigné à résidence par l'armée. Le 22 mars, des médecins et les infirmières ont également manifesté dans le centre du pays. Depuis la prise de pouvoir par des militaires, 250 civils ont été tués. Voici un reportage signé RT. Se battre pour la démocratie, le visage de l'icône Aung San Suu Kyi sur les t-shirts des milliers de manifestants et manifestantes birmans. Un mot d'ordre, se libérer de l'oppression de la junte militaire. Depuis un mois et demi, les défilés se multiplient en voiture, à moto ou à pied dans tout le pays. Nous allons leur faire savoir aux militaires à quel point nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne voulons pas d'eux, nous ne les accepterons pas et nous les détestons énormément. Ce n'est pas vrai que Rangoon est fini et que la ville ne voit plus de manifestations. Nous voyons encore des manifestations ici tous les jours. Une armée présente dans les rues des grandes villes du pays entre répression et intimidation. Selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques, près de 250 civils ont été tués depuis le coup d'État du 1er février. Des chiffres devenus très alarmants pour l'Union européenne. Dans le cas de la Birmanie, nous allons prendre des sanctions contre 11 personnes impliquées dans le coup d'État et dans la répression des manifestants. Le chef de la junte militaire dans l'œil du cyclone des 27, ainsi que 9 des plus hauts gradés des forces armées et le président de la commission électorale. Ces derniers ont interdiction de se rendre au sein de l'UE, leurs avoirs européens sont gelés. Des sanctions liées aux dernières décisions de l'armée birmane qui a décrété notamment la loi martiale dans 6 cantons de l'agglomération de la capitale économique, Rangoon. La junte donne le pouvoir administratif et judiciaire de la loi martiale au commandant régional de Rangoon afin qu'il l'exerce dans ses communes, afin d'assurer la sécurité, de maintenir l'état de droit et la tranquillité plus efficacement. L'Indonésie et la Malaisie, membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et fidèles habituellement au principe de non-ingérence, ont appelé à une réunion de crise des 10 pays de l'ASEAN pour discuter du dossier birman. Direction le continent africain, principalement l'Éthiopie. Abiy Ahmed,
Nous ne voulons pas de guerre avec le Soudan. L'Éthiopie ne veut pas de guerre avec le Soudan, a affirmé mardi le Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les tensions entre les deux pays se sont aggravées ces derniers mois. La région frontalière d'Al-Fashaga, voici un reportage signé Africa News. La vaste région d'Al-Fashaga, zone agricole de plus d'1 million d'hectares où se rejoignent les régions d'Amara et du Tigré dans le nord de l'Éthiopie et l'état de Guédaref dans l'est du Soudan. Une région et un contentieux frontalier qui opposent depuis des décennies Khartoum et Addis Abeba. Ces derniers mois, les tensions se sont aggravées, mais ce mardi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé ne pas vouloir la guerre avec le Soudan. Résolvons ce différend de manière pacifique. Nos fermiers sont déplacés, leurs fermes et leurs maisons sont incendiées. Et malgré cela, nous assurons que nous ne sommes pas disposés à nous battre et que nous ne voulons pas de guerre avec le Soudan. Depuis 20 ans, des milliers de fermiers éthiopiens se sont installés dans la région. Ils pratiquent l'agriculture et payent des impôts à l'État éthiopien. Au fil des années, Khartoum et Addis Abeba ont tenu sans succès des pourparlers visant à obtenir une démarcation claire de la frontière. Le déclenchement en novembre dernier du conflit au Tigré a envenimé les choses. Plus de 60 000 Éthiopiens ont fui vers le Soudan voisin. Depuis, Khartoum a envoyé des troupes dans la région d'Al-Fashaga pour reconquérir son territoire, argumente le gouvernement soudanais. Territoire que revendique Addis Abeba qui jusque-là agitait la menace d'une réponse militaire. Les deux camps s'accusent régulièrement de violences et de violations territoriales. Retournons aux États-Unis. Les États-Unis débordés par l'afflux de migrants mexicains. Le camp de Doma au Mexique, où se trouvent de nombreux mineurs isolés, est devenu le symbole de la crise migratoire aux États-Unis. Les associations d'aide aux immigrants font face à un afflux de mineurs. Depuis la prise de fonction de Joe Biden, les mineurs ne sont plus renvoyés côté mexicain pour des raisons humanitaires. Avec cette nouvelle politique, les chiffres s'envolent en un mois. Plus de 10 000 adolescents et enfants sans papiers ont été recensés à la frontière. Joe Biden est accusé par les républicains d'avoir provoqué ces arrivées massives. Voici un reportage signé France 24. Un échange intervenu après la publication de ces photos. Elles ont été prises par un élu démocrate du Texas en visite dans le camp de Dona, un camp devenu le symbole d'une crise migratoire. Les migrants accueillis ici sont pour la plupart des mineurs isolés. À McAllen, à quelques kilomètres du camp, les organisations caritatives font aussi face à l'afflux de migrants. For them, crossing into the United States is like, please find me because I need help. You know, that's what they want. They're not running away from anybody. Depuis la prise de fonction de Joe Biden, les mineurs isolés ne sont plus renvoyés côté mexicain pour des raisons humanitaires. Avec ce changement de politique, les chiffres s'envolent. En un mois, plus de 10 000 enfants et adolescents sans papier ont été recensés à la frontière, un nombre plus élevé que sous l'administration précédente. Côté républicain, les critiques fusent. Joe Biden est accusé de provoquer ces arrivées massives. His actions are putting people at risk. They're putting American citizens at risk. He's putting border patrol agents at risk. Les nouvelles règles migratoires prévoient que les enfants soient placés dans des familles d'accueil ou dans des foyers au bout de 72 heures, mais les délais ont du mal à être respectés. Les élus démocrates du Texas demandent, eux, plus de moyens pour les services fédéraux. Pour terminer ce journal, allons au Yémen. Les rebelles houthis rejettent la proposition de cesser le feu par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a proposé lundi un cessez-le-feu global pour mettre fin au conflit dévastateur au Yémen. Proposition immédiatement rejetée par les rebelles houthis qui combattent depuis plus de 6 ans, les forces du gouvernement appuyées militairement par Riyad. Voici un reportage signé France 24. Mettre fin à un conflit débuté il y a 6 ans. Telle est la priorité de l'Arabie Saoudite, à la tête d'une coalition régionale militaire opposée aux rebelles houthis, alliés de l'Iran. Riyad, qui ne peut plus compter sur le soutien de Washington, propose un cessez-le-feu et un retour du dialogue avec le gouvernement yéménite et les rebelles. We want the guns to fall completely silent. That is the initiative, and that is the only thing that can really help us get to the next step, which is a political process and a resolution that can make Yemen safe and secure for the people of Yemen. En plus de l'arrêt des combats, le plan prévoit une levée partielle du blocus pour importer du carburant et des denrées alimentaires.
Mais les Houthis, qui contrôlent une grande moitié nord du pays, dont la capitale Sanaa et le port stratégique de Daïda, réclament comme préalable à toute négociation la levée totale du blocus. Riyad redoute que la fin du blocus permette aux Houthis d'importer des armes avec l'appui de l'Iran. Dans le pays, les habitants réclament surtout la fin d'un conflit qui a rendu le pays exsangue et espèrent qu'un accord de paix verra le jour prochainement. Le conflit qui devait être une guerre éclair s'est transformé en bourbier pour l'Arabie saoudite. Un fiasco militaire qui est à l'origine de la pire catastrophe humanitaire actuelle selon l'ONU. Et voilà, c'est le terminus de la page internationale au Grand Journal du 14h. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna. Jacques Mel, 102.3 FM. Bonne température pour Boston, oui, la capitale des grandes écoles du monde, 59 degrés Fahrenheit, ça donne 15 degrés Celsius pour aujourd'hui. Il y a du soleil dans le ciel. Et pour Jacques Mel, la cité d'Alcibiade de Pomerac, température 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, rendez-vous c'est pour demain. À demain.